Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue aux 20h et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Faire du Bénin une plateforme numérique, c'est l'objectif du gouvernement qui a engagé plusieurs réformes dans le secteur, des réformes qui portent déjà leurs fruits. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Baccalauréat 2020, la correction des copies a démarré. La ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'enseignement secondaire ont visité ce mercredi des centres de correction dans les départements de l'Ouémé et du littoral. Et puis au Liban, 2 explosions survenues hier ont ravagé la capitale Beyrouth, pays déjà sinistré par une crise économique à laquelle s'ajoute la pandémie de coronavirus. Après le Niger, le Bénin vient officiellement d'acter la dissolution de l'OCBN, l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports. Le Parlement vient en effet d'adopter à l'unanimité la dissolution, mais aussi la mise en concession de cette organisation. Guillaume Avienou. Un acte qui scelle définitivement le sort de la désormais OCBN, l'Organisation commune Bénin-Niger des chemins de fer et des transports, pourrait-on penser. Les députés ont en effet adopté à l'unanimité la loi portant autorisation de ratification de l'accord relatif à la dissolution de l'OCBN et la mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey signée à Cotonou le 19 mars 2015. Le vote intervient dans un contexte où les 2 pays signataires de l'accord sont attaqués doublement devant la Chambre internationale de commerce de Paris. Est-ce que le Bénin décide de se désolidariser une fois pour toutes du volet mis en concession et là donc laisse uniquement l'État nigérien dans ce contentieux, ou bien c'est tout simplement une étape vers une nouvelle demande d'autorisation de ratification du volet mise en concession plus tard. Donc, est-ce que le gouvernement peut mieux nous situer par rapport aux étapes à venir pour nous permettre de comprendre la stratégie réelle du gouvernement par rapport à ce dossier pour éviter que nous ne tombions encore dans un autre contentieux, cette fois-ci avec l'État du Niger? Je voudrais que ce ne soit plus une initiative qui vient d'ailleurs, mais que le gouvernement de mon pays s'approprie cette initiative et que le gouvernement de mon pays, ou du moins mon pays, soit précurseur d'un autre réseau, qui soit un réseau aérien maintenant, parce que Air Afrique, chacun de nous savons comme c'était hier, Air Afrique encore une fois. Acter la dissolution de l'Organisation commune Bénin-Niger n'est qu'une étape dans le processus de mise en concession de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey, assure l'exécutif inscrit dans la stratégie. Dissolution d'abord parce que dans l'accord de dissolution, il est prévu la désignation de liquidateurs. Et c'est les liquidateurs qui vont évaluer les conditions de concession et qui pourra nous permettre de revenir ici parler de la concession. Il y va de notre intérêt de travailler à ce que les rails prennent le relais, que le train siffle à nouveau.
Les deux États du Bénin et du Niger, propriétaires donc de l'OCBN, ont décidé de procéder à sa liquidation. Normalement, l'opération aurait dû s'arrêter là, tout au moins dans une première phase. Ils prennent la décision, ils dénoncent donc le traité, ils mettent à bas le traité, et puis ensuite, les opérations de liquidation commencent. La bonne preuve, c'est qu'à l'intérieur du document, les États n'ont pas désigné, ils n'ont pas désigné conjointement. Ils se sont donné la latitude de désigner par ailleurs chacun un liquidateur pour les opérations qui, à raison des biens actifs qui se trouvent sur chaque territoire. Le développement du chemin de fer à côté du réseau routier reste une préoccupation de taille pour le gouvernement qui a déjà initié au plan sous-régional un projet ambitieux porté par l'UEMOA, validé par l'Union africaine, poursuit ses représentants avec la promesse aux Béninois de voir bientôt le train siffler à nouveau dans nos contrées pour desservir, pourquoi pas, des pays voisins. Le Bénin s'est engagé depuis des années dans le développement du numérique. Avec le gouvernement, tous les secteurs sont en passe de connaître une véritable transformation digitale. Rebecca Kendaoundé et Bernal Djogbe nous en disent plus. Digitaliser et innover. Une convergence inéluctable qui trouve tout son sens sous le régime de la rupture. À son arrivée au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon n'a pas manqué de marquer ses ambitions pour le développement du numérique dans son programme d'action. Pour associer donc son ambition et pleinement accomplir les réformes dans ce secteur en pleine extension, un département ministériel avec des structures dédiées au numérique ont vu le jour. L'ADN, l'Agence pour le développement du numérique. L'ACI, l'Agence des services et systèmes d'information. L'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Des structures nées pour chacune jouer des rôles primordiaux dans la quête du gouvernement de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement a décidé de mettre le citoyen au centre du service public pour que le service public aille vers le citoyen et que ce ne soit pas le citoyen qui fasse l'effort d'aller vers le service public. Donc la dématérialisation des services publics répond à cet objectif, aussi de bonne gouvernance et bien entendu vise également à permettre aux citoyens de pouvoir gagner du temps, et c'est du temps gagné pour faire ces activités et participer au processus de développement du pays. Le président de la République a donné en fait la ligne directrice autour de la dématérialisation de l'administration et nous sommes en train de mettre cela en œuvre dans tous les domaines d'activité, tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité doivent être digitalisés, c'est le but. D'ailleurs, beaucoup parmi ces secteurs ont reçu déjà leur touche de digitalisation. Tenez, le ministère de la Justice a connu bien de réformes numériques à travers le e-casier judiciaire et la plateforme de sûreté mobilière. Les ministères des 3 ordres d'enseignement ont reçu eux aussi leur part de digitalisation avec le e-learning pour faciliter les cours entre étudiants et professeurs. Le e-résultat qui permet désormais à tous les candidats aux examens ou au concours de consulter facilement et rapidement leurs résultats en ligne. Nous sommes aujourd'hui à plus d'1 500 000 recherches. 1 500 000 recherches sur cette plateforme de résultats. Un engouement vraiment fort que nous avons constaté par rapport à cette plateforme qui vient montrer que effectivement le numérique est en train d'apporter aux gens ce qu'ils désirent. Des parents qui auparavant avaient le stress de pouvoir avoir les résultats de leurs enfants, aujourd'hui ont cette plateforme pour pouvoir avoir ces résultats. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération s'est vu doté du e-passeport et du e-visa. Des innovations qui facilitent l'obtention des visas aux Béninois, aussi bien résidant au Bénin qu'à l'extérieur du pays. La dématérialisation du processus de demande des passeports diplomatiques et de services, à l'instar de plusieurs services publics, entre effectivement dans le cadre de l'administration intelligente que prévoit notre programme d'action de gouvernement.
son importance, son utilité et surtout sa nécessité au-delà de l'économie substantielle qu'elle permet aux citoyens, mais à l'État de faire, cette importance, cette utilité apparaissent de plus en plus évidentes en ces temps particulièrement éprouvants de la pandémie du Covid-19. D'autres services de l'administration sont également digitalisés. La demande et la délivrance des certificats de conformité environnementale, le ministère du cadre de vie est bien entendu au centre de cela. Et quand vous prenez des secteurs comme la fonction publique et le travail, aujourd'hui les agents de l'État peuvent consulter leurs actes de carrière, d'où qu'ils se trouvent sur le plan national, et ils ne sont pas obligés de venir d'abord au ministère du Travail. De la même façon, les entreprises peuvent aussi faire leurs déclarations en ligne. On peut payer aujourd'hui les taxes sur les véhicules en ligne, on peut faire son bilan en ligne. Tout ceci a valu au Bénin une place de choix dans le classement international dans le secteur du numérique. Récemment, l'ONU a publié son indice qui mesure l'administration électronique dans tous les pays membres de l'ONU, ce qu'on appelle le EGDI, le E-Governance Development Index. Et entre 2016 et 2020, le Bénin a fait un bond de 20 places en termes de classement. Et quand on prend le sous-indice de cet indice, qui est un indice composite, quand on prend le sous-indice relatif aux services en ligne, donc ce qui mesure la capacité d'un gouvernement à dématérialiser les services et à les mettre en ligne, nous constatons que, eh bien, le Bénin, non seulement a fait un bond, mais nous sommes classés premiers de l'UEMOA en matière de services publics en ligne. Le portail national des services publics, c'est plus de 370 services avec plus de 110 e-services complètement consommables en ligne. Tout ceci dans le seul but de mettre le citoyen au cœur du service public, quel que soit son lieu d'emplacement. L'écosystème du numérique au Bénin gravit les échelons pour hisser le pays au premier rang dans le domaine du numérique. Littérature à présent, un nouvel ouvrage vient de paraître. Il est intitulé « Le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée ». Cet essai politique retrace les actions de développement du gouvernement du président Patrice Talon. Axel Dancy et Ernest Etegou étaient au lancement de l'ouvrage. En avril 2016, il a plu à Dieu, Seigneur de tous les esprits, de porter son excellence, le président Patrice Talon, pour qu'il prenne les rênes du pays, en vue de continuer l'œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il a pris les rênes du pouvoir pour ainsi poursuivre les œuvres de ses prédécesseurs. Patrice Talon, aussitôt investi, a donné l'occasion à ses partisans et sympathisants de suivre ses actions à la loupe. Anatole Prince-Ouin-Savy est l'un d'eux. À travers son essai politique de 122 pages, il dresse le bilan du parcours du gouvernement de la rupture à ce jour. Je me suis donc fait le devoir de les mettre ensemble à travers un ouvrage intitulé « Patrice Talon, le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée pour le Bénin ». Afin de les faire savoir au grand public, cet essai politique se veut être l'outil idéal de vulgarisation des actions menées par le chef de l'État depuis sa prise du pouvoir. Il se donne pour ambition de mettre en lumière les domaines de l'État qui sont impactés par les actions de développement. Tous, autant qu'ils sont, ont reçu la touche de l'élite. De l'éducation en passant par la santé et la sécurité, sans oublier l'environnement, aucun secteur n'a été occulté. Même le secteur de la politique a reçu la touche de l'excellence. La rupture s'impose, des avancées notables s'observent. Prince Ouin-Savy souhaite que le président Patrice Talon brigue un second mandat.
Le lancement de cette œuvre est pour nous, membres de l'UNAGEP, une occasion de dire au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qu'il est un modèle à suivre à tous les niveaux. Pour cela, nous lui demandons de remplir, d'être candidat à sa propre succession, dans l'optique de mener à bien les actions entamées pour le bien de tous les Béninois. Cet essai politique, dont la première de couverture est à l'effigie de Patrice Talon, est une œuvre subdivisée en 14 chapitres et est intitulée « Le bilan glorieux d'un président hors du commun en 4 ans de pouvoir, 40 ans d'avancée ». Le Bénin œuvre pour ne pas perdre l'opportunité qu'offre le grand marché de la Chine. À cet effet, l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES a organisé ce mercredi à Cotonou un atelier pour rappeler les conditions d'exportation du soja vers la Chine. Jean-Claude James, Bernal Tobé. Désormais, plus de soja grain du Bénin sur le marché chinois si les conditions d'exportation ne sont pas respectées. C'est le mot d'ordre de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES à ses acteurs de la filière. La Chine importe chaque année à peu près 85 millions de tonnes de soja. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté. Les premières 35 tonnes qui ont été exportées vers la Chine ne se sont pas bien passées. Il y a une méconnaissance par les acteurs du processus d'exportation en direction de ce pays. Il y a également une difficulté qui est liée au fait que notre mauvais génie nous conduit à, parfois, vouloir contourner les règles et à falsifier un certain nombre de documents. Et donc, il nous fallait cette réunion pour, justement, mettre l'accent sur le respect strict des règles pour nous permettre de pouvoir continuer à exporter en Chine. C'est donc une rencontre qui sonne la fin de la récréation et permet aux organisateurs de revisiter avec les participants à cet atelier les conditions d'exportation. Alors, aujourd'hui, pour exporter le soja vers la Chine, il faut d'abord être enregistré auprès de l'Agence régionale de sécurité sanitaire des aliments. Il faut fournir à l'ABSSA le permis d'importation du soja délivré par l'administration générale des douanes chinoises. Après cela, il faut s'assurer que le nom de votre entreprise est dans la base de données de la GICC. Après cela, vous envoyez une demande d'inspection et de certificat à l'ABSSA pour que l'ABSSA à son tour fasse l'inspection et les analyses nécessaires pour pouvoir vous délivrer les certificats requis. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement au niveau de l'ABSSA qu'il faut prendre des certificats. À cet effet, les portes de l'APIES sont toujours ouvertes aux exportateurs. L'objectif à terme est que ce vaste marché que constitue la Chine n'échappe pas au Bénin. Sachez, mesdames et messieurs, que de nombreuses actions ont été engagées pour la résilience du secteur de l'énergie face aux impacts des changements climatiques. Le projet Pana Énergie y participe et les résultats sont de plus en plus visibles. William Toki pour les détails. Pour mieux s'imprégner des réalisations du projet de renforcement de la résilience du secteur de l'énergie aux impacts des changements climatiques du Bénin, le représentant résident du PNUD a effectué une visite de terrain, accompagné du coordonnateur du projet, du maire de la commune de Dassa, ainsi que de l'inspection forestière. Le représentant résident s'est rendu sur le site de Fita, où 250 000 plants d'essence forestière à croissance rapide et à but multiple ont été mis en terre. Le Bénin a souscrit à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La situation de référence a déjà révélé que par hectare, cette plantation séquestre 1,5 tonnes de CO2 à l'hectare. C'est ainsi de 400 hectares, il n'y a que 100 hectares qui ont été aménagés. Il va falloir que nous ne puissions pas nous arrêter de si bon chemin. Après cette visite au niveau de la forêt de Fita, le représentant résident s'est rendu sur le site abritant la mini-centrale photovoltaïque qui offre des services énergétiques aux populations, notamment la recharge à base d'énergie solaire, des téléphones portables et aux appareils électroménagers. Je suis impressionné qu'après 3 ans seulement,
du démarrage de projet, nous puissions voir vraiment tous ces plans qui ont poussé et avec cette étendue d'hectares de superficie qui a déjà été exploitée. Ce qui me réjouit également, c'est de voir l'implication de toutes les parties prenantes dans la conduite de ce projet. Appuyé par le gouvernement du Bénin, le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour le développement, le projet Pana Énergie œuvre depuis 3 ans pour la restitution des forêts dans plusieurs communes du Bénin. Toujours par rapport au secteur de l'énergie, l'agence SBEE de Sekondi a de nouveaux locaux, un nouveau siège qui a été mis en service il y a quelques jours. Stanislas Linkpon, Simon Vignon pour les précisions. L'agence SBEE de Sekondi déménage et s'offre de nouvelles commodités. Un bâtiment mieux loti que l'ancienne adresse de la dite structure de ce quartier de l'arrondissement d'Agblanganda, commune de Sémékoudi. Clients et personnels de la Société béninoise d'énergie électrique se sentent désormais comme dans un Éden, ouvragé par Jacques Paradis, directeur général de la société. L'agence de Sekondi était logée dans un bâtiment très difficile d'accès pour la clientèle et les agents de la SBE en saison pluvieuse. Suite aux pluies de la grande saison 2020, le directeur du patrimoine des achats et stocks a décidé de visiter l'ancien bâtiment. Les conditions d'accès l'ont tellement choqué que sur place, il a pris au nom du directeur général la décision de relocaliser la dite agence. Le cadre que vous créez prouve que derrière, il y a une intention qui, in fine, doit permettre à la société de donner satisfaction à plus de clients. C'est une illustration de la nouvelle dynamique impulsée à notre société. Des guichets multipliés ça et là, chaque agent à son poste et à l'écoute des clients pour une seule cause, la satisfaction de ces derniers. Le développement d'un pays passe par l'électricité. Donc nous voulons être partie prenante de ce développement. Ce que nous voulons, c'est qu'après 4 ans, lorsque nous quitterons, qu'on dise la SB2E maintenant est une société modèle. Comme en de pareilles circonstances, la culture béninoise est au rendez-vous. Ce groupe folklorique gratifie les invités de ses pas de danse cadencés sur de belles paroles rythmées au son de tam-tam et autres instruments de musique du terroir. Je vous l'annonçais dans les titres, 2 ministres du gouvernement ont effectué une descente dans les centres de correction des copies du baccalauréat 2020 dans les départements de l'Ouémé et du littoral. Marion Kakbo de l'enseignement secondaire et Éléonore Yaïla-Descamps du supérieur accompagnés du directeur de l'office du bac sont allés s'enquérir du déroulement de cette phase importante du processus. Rachidat Biamama, Daniel Ada. C'est par les 2 centres retenus dans l'Ouémé et le Plateau pour la correction des copies et la délibération du baccalauréat 2020 qu'a démarré le périple des 2 autorités. D'abord le lycée Béanzin de Porto Novo, ensuite celui des jeunes filles Tofa 1er. D'abord au niveau des dispositions sanitaires, la distanciation est respectée entre les enseignants correcteurs, le dispositif de lavage de mains, le flacon de gel à l'entrée des salles de correction. Nous avons vu des correcteurs assez assidus et consciencieux. Nous leur avons posé la question de savoir comment se déroulent ces corrections. Ils sont très persuadés que tout se passe très bien. Et nous avons également constaté avec eux. C'est déjà prometteur pour les résultats prochains sur les 8 sous-commissions. Il y en a déjà qui vont finir dès demain. Et il y en a qui iront jusqu'à vendredi et samedi, surtout pour les matières que vous connaissez, les mathématiques, les français et les philo. Le niveau d'évolution des travaux de correction est satisfaisant. Je ne viens pas corriger n'importe qui. Pour être correcteur, c'est que vous devez déjà tenir quand même ces classes-là de terminale, être au parfum des réalités un peu de ces classes, avoir la qualification requise pour se certifier disposant donc de leur CAPES.
Donc c'est ce qui est requis et c'est ce que nous faisons. Il y a quelques exceptions qui sont liées à des cas d'insuffisance, de pénurie et qui sont en train d'être donc comblés par les différentes réformes. À chaque étape, visite des salles dédiées au secrétariat, à l'informatique et à la correction, échanges et mots d'encouragement aux correcteurs et superviseurs. Dans 24 mois, la commune de Savè aura ses premiers espaces récréatifs sur les Mamelles. Le projet a été lancé par le préfet des Collines en présence des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Nestor Sella, Michel Egbe. Après appel à projet, la commune de Savè bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers le 11e FED. Et tous les acteurs impliqués dans le projet sont ici pour être témoins du lancement officiel de l'aménagement d'espaces récréatifs sur les Mamelles de Savè. L'objectif principal du projet, c'est de contribuer à la valorisation du patrimoine physique de Savè. Projet d'aménagement d'espaces récréatifs sur les Mamelles de la ville de Savè et vise à favoriser l'exercice d'activités économiques autour d'une curiosité touristique naturelle et identitaire que sont les Mamelles de Savè. D'un montant total de 129 920 000 francs CFA, il a été financé à hauteur de 99 920 000 par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au développement territorial du 11e FED. Ce projet est le fruit du partenariat entre l'Union européenne et le Bénin. Le gouvernement ambitionne ainsi de soutenir les collectivités locales à mieux révéler et valoriser les potentialités de leur territoire. Cette approche devrait permettre aux communes d'impulser une dynamique de développement économique à la base. Hors du Bénin au Liban, 2 explosions survenues hier mardi ont ravagé la capitale Beyrouth, pays déjà sinistré par une crise économique à laquelle s'était agrégée la pandémie de coronavirus. Le Liban doit ainsi faire face à un drame d'une ampleur inédite dont il n'avait vraiment pas besoin. Les explications avec James William Gwakiti. Voici ce qui reste de Beyrouth suite aux 2 gigantesques explosions qui ont secoué la capitale libanaise dans l'après-midi du mardi 4 août. Un décor apocalyptique, un champ de ruines fumantes, des immeubles pulvérisés, des morts et des blessés par centaines. Selon les résultats des premières investigations, c'est un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium conservé dans un entrepôt du port depuis 6 ans qui a explosé. Le produit habituellement utilisé comme intrant agricole possède des propriétés hautement inflammables au contact de la chaleur. Le Liban s'est donc réveillé ce 5 août, décrété journée de deuil national par le gouvernement en état de choc complet. Plus de la moitié de la capitale a été soufflée par l'explosion. Le bilan de plus de 100 morts et 4000 blessés est appelé à s'envoler très rapidement dès lors que les fouilles des décombres auront commencé. Les hôpitaux sont débordés. Les Libanais, même ceux qui ont connu la guerre, affirment n'avoir jamais rien vu de tel. Le président Michel Aoun s'est rendu sur les lieux, sidéré par l'ampleur des dégâts. Beyrouth a été déclarée ville sinistrée et l'une des premières décisions du gouvernement sera de décréter un état d'urgence et d'appeler à l'aide internationale. Une aide internationale qui justement commence à affluer sous diverses formes. Aux messages de compassion comme ceux de Donald Trump, d'Emmanuel Macron ou même de Benjamin Netanyahou viennent s'ajouter les cargaisons provenant de diverses destinations, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis, Israël, l'Iran. Le Liban qui traverse une crise économique de grande ampleur, doublée de celle liée à la pandémie de coronavirus, perd en plus dans ce drame son poumon économique, le port de Beyrouth, par lequel transitent 75% des importations et exportations du pays. De quoi déclencher un nouvel accès de colère de la part de la population qui, quelques semaines plus tôt seulement,
manifestaient pour exiger des réformes politiques et économiques. Ce drame survient alors que le pays connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.